et l'honneur de nous faire cette keynote. Régis n'a en général pas besoin d'être présenté, mais enfin, au cas où il y en ait qui étaient en hibernation agile pendant les 10 dernières années, Régis est probablement le pionnier de l'agilité en France. En tout cas, c'est moi quelqu'un que j'ai connu au travers de son premier bouquin en 2002 sur la gestion de projet avec Extreme Programming, qui a été le premier et pendant très longtemps le seul bouquin en français sur l'agile. 2002 quand même, il y en a certains ici qui devaient être encore à l'école. Oui, Nicolas, je pense à toi très fort. Et ensuite, Régis a été un des pionniers du Lean IT en France. Aujourd'hui, il est coach agile et Lean chez Operae et auteur aussi de comment s'appelle le dernier, le Lean dans l'IT ou quelque chose comme ça. La pratique du Lean IT. Voilà. Et ben je n'occupe pas la scène plus longtemps et je laisse la parole à Régis pour cette keynote sur le produit. Merci Régis. Bravo. Merci beaucoup. Écoutez, je suis super content de vous retrouver. Hein. C'est le rituel annuel. Donc tous les ans, on se pose, on se retrouve tous ensemble, on se dit finalement, on va prendre un peu de recul. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel chemin est-ce qu'on a parcouru? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de nos pratiques agiles? Quels sont les prochains obstacles qu'il faut affronter? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et c'est un moment privilégié pour se rencontrer et réfléchir à tout ça. Et en fait, moi j'ai déjà commencé. Et en reprenant mes notes, je suis retombé sur cette image que j'adorais. C'est une image que j'utilisais il y a une dizaine d'années quand je faisais les premières présentations XP et Agile, qui expliquait un peu le problème qu'on cherchait à résoudre à l'époque. Vous vous souvenez, non? Il y a des anciens là. Avant, pour faire un logiciel, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une phase de spécification dans laquelle on travaillait, ça durait 9 mois, 1 an. On faisait plein de docs, c'était vraiment génial, avec plein de photos, etc. Les gens ne comprenaient pas vraiment ce qu'il y avait dedans, mais il y avait vraiment beaucoup de docs. Après, on faisait toute l'architecture, ça va être fait comme ça va être génial, on va utiliser tel pattern, il y aura tel techno, c'est un vrai bonheur. Après, on passait en développement, donc on codait comme des malades. Et puis un jour, commençait la phase de test. Et là, en fait, on se rendait compte que rien ne fonctionne. Les pauvres utilisateurs qui jusqu'ici n'ont vu que la doc découvrent le logiciel, s'arrachent les cheveux, et là on est bon pour commencer le projet. Donc certains perdaient leur soirée, d'autres leur week-end, d'autres leur poste, et après quelques mois de souffrance aiguë, on finissait soit par accoucher difficilement d'un produit, soit par tout mettre à la poubelle, ce que j'ai vu à plusieurs reprises sur des projets de plus d'1 million d'euros. En se disant, bien sûr, après avoir tout mis à la poubelle, bon, la prochaine fois, il faudra vraiment qu'on fasse bien la phase de spec. S'il y a un truc qu'on a réussi, c'est qu'en fait, on a démontré qu'il est parfaitement possible de maîtriser ce genre de difficultés. On sait le faire. On sait le faire de manière récurrente. Je ne dirais pas que c'est facile, hein, parce que le projet reste quand même tendu, mais la nature des problèmes a drôlement changé. Or, si on écoute notre maître à tous, quand on résout notre problème numéro 1, en fait, ce qui se passe, c'est que le problème numéro 2 est planqué juste derrière, et il est bien content de prendre du galon. Donc la question, c'est qui est problème numéro 2? Alors, il y a eu pas mal de changements en 10-15 ans. Moi, j'en vois 2 que je pense être susceptibles de vraiment changer la donne. Première chose qui change, c'est que nos utilisateurs, en fait, ils sont plus dupes, en fait. C'est-à-dire qu'à la maison, ils ont leur iPad avec les super applications, ils utilisent quotidiennement des services web qui sont vraiment des purs bijoux de technologie, et ils sont de plus en plus exigeants. Ils se disent, puisque j'ai ça à la maison, pourquoi est-ce que vous me livrez ce machin-là? L'autre grand changement, c'est l'open source. Il y a 10-15 ans, vous vouliez démarrer un projet de développement, il fallait, croyez-moi, il fallait payer le compilateur, par exemple. Moi, je me souviens, sur les premiers projets, on passait du temps à chercher la librairie la moins chère, en C++, pour gérer nos listes, nos strings, etc. C'est l'histoire ancienne, ça. Maintenant, n'importe qui prend un portable, installe des outils gratuits et peut faire quelque chose qui déchire.
Alors ce qui se passe, c'est que comme n'importe qui peut le faire, tout le monde le fait, et la compétition s'intensifie. Alors si vous faites du mobile aujourd'hui, vous allez bichonner votre petite appli et la mettre sur un espace, sur un App Store, sur lequel il y a juste à peu près, un peu plus d'1 million de concurrents. Alors bien sûr, dans votre niche particulière, il y en aura un petit peu moins. Moi j'ai fait l'essai, et je suis arrivé en page 53 de la catégorie où j'étais. Vous voyez un petit peu... Alors tout le monde ne fait pas du mobile, et le dernier bastion du développement custom, qui était la DSI, est lui aussi menacé. Et quand on parle aux DSI, quand on les écoute, et quand on fait des interviews, des sondages, ce qu'on apprend, c'est qu'eux-mêmes disent qu'ils sont de plus en plus mis en concurrence avec des produits qui sont mis sur le marché par des éditeurs. Donc, vous vous rendez compte, même à l'intérieur de la DSI, on peut plus se planquer. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que le niveau est en train de monter. Et comme le niveau est en train de monter, la question, c'est plus juste d'arriver à produire un logiciel. En fait, il faut produire un super logiciel. Faire quelque chose qui soit vraiment au-dessus de la concurrence. Ouf, comment est-ce qu'on s'y prend? Tout à coup, ouf. Alors, commençons par un check. Alors ça, je vous laisse faire votre propre introspection sur la question suivante. Mon produit fait-il waouh? Alors, c'est facile d'y répondre quand on est au sein de l'équipe. On est entre nous, comme ça, on se dit « Ah ouais, il est vraiment super ». En fait, c'est biaisé parce que c'est notre bébé. On l'adore, il est beau, d'accord? La perspective change quand on adopte celle de l'utilisateur, qui va commencer à dire oui, mais oui, c'est pas mal, mais là, les petits trucs, là, vraiment, ça me gêne. Et en plus, il manque cette fonctionnalité, mais à quoi est-ce qu'ils ont pensé? Moi, je ne peux pas travailler sans cette fonction-là. Et puis, pourquoi est-ce que dans cet écran-là, c'est fait comme ci, dans cet écran-là, c'est fait comme ça? Moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est que la plupart du temps, les utilisateurs ne sont pas... Et la question qui m'anime, c'est comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce « Ah ». Alors aujourd'hui, je vois plusieurs obstacles sur notre route, ou plusieurs difficultés à surmonter pour faire ça. La première, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on met dedans. Donc le logiciel, il est fait de quoi? Si on regarde la réalité du projet en entreprise, ce qu'on voit, c'est que le product owner va avoir en face de lui une multitude de gens. Il va y avoir le patron de la boîte qui a sa vision, il faut que ce soit comme ça. Le responsable marketing qui a sa propre vision, qui dit qu'il faut absolument qu'il y ait ça, ça, ça. Il va y avoir des managers côté opération, des utilisateurs clés. Chacun va y aller de sa petite exigence. Et là où où le train commence à dérailler, c'est quand le product owner se retrouve relégué à un rang d'aiguilleur, où il fait la circulation. Et, non, cette fonctionnalité-là, tu attends, c'est celle-là qui doit passer, etc. Alors, il va faire l'aiguilleur, mais ce qui se passe, c'est que si on envoie une séquence de demandes d'évolution qui sont débiles, l'équipe, aussi brillante soit-elle, aura du mal à en faire quelque chose qui fait waouh. Donc, déjà, comment est-ce qu'on affronte ce sujet-là? Une autre faiblesse que je vois se profiler, c'est que ces dernières années, on s'est beaucoup focalisé sur cette notion de flux. On veut un flux de valeur, on veut que ça aille vite, etc. C'est super, hein, faut le faire. En fait, ça veut dire que l'attention de l'équipe n'est pas portée sur le produit, dans son ensemble, mais elle est portée sur les petits bouts, les petites évolutions qui vont finalement composer le produit. Mais à quel moment est-ce qu'on se pose la question de que sera l'ensemble en fait? Et qu'est-ce qui, dans l'ensemble, fait que ça fera waouh? Alors, ces dernières années, on a fait Level Up avec Lean Startup, qui a amené dans ce monde-là un peu de rigueur, en se disant, on va arrêter d'avoir des idées à la ouf, on va essayer de raisonner, en se disant quels sont nos objectifs, on va construire quelque chose, le présenter à des utilisateurs, mesurer l'effet de l'évolution, et essayer d'en tirer des leçons pour piloter, pour guider l'évolution du logiciel sur des bases rationnelles. C'est génial. C'est génial, il faut le faire, mais si moi, je me retrouve à devoir faire un logiciel, qu'on me dit il faut itérer par l'utilisateur, recueillir du feedback,
il y a tout un monde de questions qui s'ouvrent à moi. Donc oui, je vais faire ça, mais j'ai besoin d'autres éléments. Parce que ce que je vais faire, c'est pas uniquement de prendre des briques, les assembler et passer à la prochaine. Le challenge qu'on va me donner en tant que concepteur du logiciel, ça va être celui d'intégrer des points de vue excessivement différents, voire antagonistes, sur un même produit. C'est-à-dire qu'il va falloir que je crée une forme, et cette forme-là, parfois, elle sera jugée par tel groupe d'utilisateurs qui est dans tel contexte, qui utilise tel moyen d'accès, et qui va dire oui, mais dans ce cas-là, c'est pas génial. D'autres utilisateurs, dans des cas d'utilisation différents, etc., qui vont voir tous le même produit, et qui vont devoir se dire de ce point de vue-là, c'est super, de ce point de vue-là, c'est super. Sachant qu'il y a d'autres paramètres. Il va falloir que l'application soit cohérente, il va falloir qu'elle soit esthétique, il va falloir qu'elle soit bien positionnée, bien différenciée par rapport à ce qui se fait sur le marché. Il va falloir faire attention au coût. On n'a pas un budget infini pour le fabriquer. Donc le challenge que j'ai, oui, bien sûr, je vais faire des itérations, mais il faut que j'intègre tellement de données. Et en plus, je vous rappelle qu'on est dans un contexte où il faut que j'intègre toutes ces données-là. Et en plus, tout le monde est en train de me dire oui, mais il faudrait faire ci, il faudrait faire comme ça. C'est très très facile de perdre le nord et de se retrouver à avoir fait un logiciel dont on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Et on découvre a posteriori que il ne fait pas le waouh. Donc comment résoudre cette question-là? Alors, comme vous le savez, cette question-là, c'est la question qui m'anime, sur laquelle j'ai décidé de faire porter ma carrière. Et il y a quelques années, j'ai pris la décision d'aller voir ce que je pouvais tirer comme leçon de ce qui se fait dans le monde du Lean. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous amener quelques-uns des principes, alors pas du Lean de production tel qu'on le connaît fréquemment, plus le Lean en conception de produits, Lean Engineering. Et ce que je voudrais faire, c'est mettre quelques éléments dont je pense qu'ils peuvent avoir vraiment beaucoup de valeur pour notre communauté. Le premier de ces éléments, ça va être comment est-ce qu'on va attaquer un problème de ce type. Et la réponse Lean, c'est pas par le processus, c'est par les gens. Donc ce qu'on va se dire, c'est que si le produit est vraiment stratégique pour l'entreprise, la question c'est qui doit prendre ça en charge. Alors regardez ce qui se passe dans d'autres métiers que le nôtre. Dans le monde du cinéma par exemple, quand on fait un film, il y a des centaines de personnes qui sont impliquées. Et il y a quelque part, au centre de tout cela, un chef d'orchestre qui porte la vision. En fait, il porte le bébé, il porte la vision ensemble. On pourrait le dire autrement, il porte la vision client. Et il se fait l'avocat du client auprès de tous les représentants de l'entreprise. Donc c'est vraiment son bébé, il le porte. Ça, c'est un exemple. Il y a l'exemple du cinéma, il y a l'exemple dans l'industrie, ou dans l'automobile, par exemple, si on prend la Prius. On est sur des projets titanesques, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont impliquées. Pourtant, il y a une personne qui va faire ce travail de comprendre ce que veulent les utilisateurs, se faire une idée du positionnement de l'outil, et après arriver à aligner toute l'organisation pour délivrer le produit qui va faire mouche. Alors qu'est-ce que ça veut dire chez nous ? La question que vous pouvez vous poser, c'est aujourd'hui, qui est le réalisateur, l'ingénieur en chef de votre application ? Si c'est un comité, ça va être plus dur. Donc, qui est votre réalisateur, votre ingénieur en chef? Alors, si on n'est pas un excellent sous la main, il va falloir trouver un moyen de le faire progresser. Alors bien sûr, on se dit qu'on va toujours en aller en chercher un ailleurs, en imaginant que les gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise sont tous bien plus intelligents que ceux qui sont à l'intérieur. Il se trouve que non. Donc la question, c'est, on a des gens là qui ont déjà des connaissances, comment est-ce qu'on les fait progresser pour qu'ils acquièrent la carrure qui leur permettra de porter un projet de ce type. Alors si on regarde un peu, si on creuse un peu sur Internet, ce qu'on va voir, c'est qu'une caractéristique d'un bon réalisateur, d'un bon chief engineer, c'est qu'il sait dire non. C'est ce que disent les Steve Jobs, les Jason Fritz de Basecamp. C'est quelqu'un qui sait dire non. Moi je suis prêt à essayer. D'accord, on doit faire un logiciel. Non. 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 J'ai le sentiment qu'en suivant juste cet algo-là, je vais avoir du mal à produire un logiciel qui fait mouche. C'est une intuition. Alors, s'il ne suffit pas de dire non,
Que faut-il? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Si vous voulez, vous voyez peut-être vous, comme moi, réalisateur de logiciels, quelles sont les compétences clés que vous devez développer pour devenir capable, quand vous serez grand, de faire des logiciels qui déchirent. Alors, je vais proposer 3 compétences, 3 activités qui nous viennent de ce savoir accumulé par les gens qui font d'autres types de produits depuis des décennies. Bien sûr, ça ne couvrira pas tout, vous en doutez bien, mais c'est 3 sujets qui, je pense, méritent d'être creusés. La première compétence, c'est de positionner le challenge. Imaginez, hein, donc vous êtes le réalisateur de votre prochain logiciel. C'est quoi, c'est un long, comment on dirait long métrage en logiciel? Je sais pas. Donc vous êtes ce réalisateur-là. Ce qui vous revient, c'est de donner la direction, de positionner le challenge. Dire voilà, ce qu'on a à réussir, on est 5, 10, 20, 100, 1000. Ensemble, on a un truc à réussir, et les éléments clés qu'il faut réussir, c'est ça. Si en fait ce travail-là n'est pas fait, ce qui va se passer, c'est que dans l'équipe, les gens vont se trouver leur propre challenge. Ah oui, alors on va essayer d'intégrer du Node.js avec du machin et bidule, et ça va être super, personne n'a encore jamais fait, et on pourra venir en parler dans les confs. C'est absolument génial, il faut le faire. Par contre, c'est peut-être pas la route la plus directe pour faire un produit qui fait waouh. Donc, si vous voulez éviter ce genre de phénomène, il faut se positionner et dire le challenge, il est exactement là. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, ce qu'on a dit, c'est que le challenge, c'est de faire un produit qui fait waouh. Mais waouh pour qui? On ne peut pas faire waouh pour tout le monde. Hein. Si je veux faire, alors je veux faire une voiture avec laquelle je puisse faire de la piste le week-end, donc un truc super puissant, léger, etc. Mais d'un autre côté, j'ai aussi besoin de temps en temps de transporter un piano, de faire un déménagement. Et quand les voisins viennent avec leurs enfants, c'est bien si on peut être à 8 dedans. Et puis c'est vrai que les routes, les petites routes de forêt, c'est sympa. Et en plus, si elles pouvaient aller sous l'eau, ça serait vraiment cool. Si on essaie de faire plaisir à tout le monde, on va avoir beaucoup de mal à arriver. Donc le tout premier choix, c'est de se dire, parmi tous ces profils-là, parmi tous ces gens, est-ce qu'on arrive à avoir des familles? Vous vous rendez bien compte, par exemple, si vous voulez faire un navigateur web, les besoins du retraité qui vient d'avoir sa première tablette et qui découvre Internet ne sont pas exactement les mêmes que les vôtres. D'accord? Donc la première chose, c'est de se dire, de se positionner en se disant, les gens pour qui on travaille, c'est ces catégories-là. Deuxième sujet, c'est une fois qu'on a identifié les catégories, on va se poser la question, quels sont les facteurs, quels sont les paramètres qui font que des gens de cette catégorie-là vont prendre notre solution plutôt que les autres. Par exemple, Google l'a fait très clairement avec Chrome. Ils se sont positionnés quasiment dès le départ en disant, nous, c'est la vitesse. Parce qu'ils ont compris que ce qu'on veut, c'est juste accéder à Internet, on s'en fiche de tout ce qui est autour, on va aller sur des sites et on veut juste que ça aille vite. Donc ils ont mis le paquet sur la vitesse. Donc ils ont dit, ça c'est un paramètre sur lequel il faut mettre notre énergie, notre technologie, notre marketing, ils ont tout mis là-dessus. C'est pas le seul. Quand vous allez faire l'exercice, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres paramètres. Il faut aussi gérer tous les standards, il faut aussi, etc. D'accord? Il y a un premier travail qui consiste à dire, voilà les paramètres sur lesquels on va se battre. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Dans une salle de réunion, on discute, ah ouais, ça serait cool. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller s'imprégner du monde des clients. Et on va en fait balancer 2 activités complémentaires. Une première qui va être vraiment le contact, je dirais, local, ponctuel, qui va être d'aller voir des gens, leur parler, de dire qu'est-ce que vous essayez de faire, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet outil-là plutôt que tel autre, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Et donc, on va essayer de s'imprégner du terrain, de la réalité. Et là, on va voir quelques cas, quelques éclairages. On va pouvoir complémenter par des analyses plus globales, basées sur des métriques, sur des analytics. Et en fait, le réalisateur, vous, son quotidien, ça va être au moins en début de projet, de s'alimenter, de s'imprégner de l'attente client. En faisant cela, quand vont apparaître les points clés sur lesquels il faut se battre, fatalement, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir certaines difficultés qui vont apparaître.
Comment je fais, par exemple, pour faire un logiciel très très rapide, mais qui gère aussi toute une ribambelle de standards, avec un code compliqué, etc. Comment est-ce que... Alors, je dois pouvoir paramétrer n'importe quel réseau, c'est des millions de paramètres. D'accord? Donc, il faut couvrir un maximum de choses, mais en même temps, il faut que ça puisse être fait par 2 personnes en 4 jours. Comment est-ce que j'arrive à faire ça? Donc, vous allez, en ayant positionné ces facteurs clés, vous allez mettre le doigt sur des nœuds, des challenges qu'il va falloir relever. Et le premier exercice que je vous propose, c'est de le faire chez vous. De faire votre propre, ce qu'on appelle le concept paper, c'est-à-dire pour mon projet, quels sont les segments utilisateurs. Pour chaque segment choisi, quels sont les paramètres clés qui sont vraiment importants. Et ça, il va falloir l'alimenter, il va falloir l'alimenter par l'observation. Et après, sachant quels sont ses objectifs, quels sont les points sur lesquels il faut se focaliser et sur lesquels il va falloir réussir. Ça, c'est la première chose. Vous continuez? Donc, pour ceux qui veulent encore faire ce métier, il y a une deuxième étape, c'est comment attaquer ces points durs. Et la deuxième compétence, ça va être de savoir cultiver le désaccord. Alors, je m'explique. Face à un point dur de ce type-là, le réflexe qu'on va avoir, parce qu'il faut faire vite, vous savez, on n'a pas le temps, on n'a pas beaucoup de budget, on va vouloir aller très vite. Donc on va très rapidement chercher un consensus et on va partir sur le développement, parce qu'il faut aller vite. Et puis d'un moment, on va se rendre compte que cette solution-là ne marche pas trop. Donc dans une itération suivante, on va changer un peu le cap, on va refaire autre chose. Et puis dans une itération suivante, on se rend compte que c'est pas encore exactement ça, donc on va changer. Alors on pourrait appeler ça de l'apprentissage, en se disant ben oui, mais c'est l'itératif, on apprend en même temps qu'on avance. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez là-dessus, moi j'appelle ça du rework. J'appelle ça du retour en arrière. Peut-être qu'il est inévitable, mais si on découvre en cours de chemin qu'il faut revenir en arrière parce qu'on s'est trompé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc comment réduire ça? Ce qu'on apprend de ceux qui font du produit depuis longtemps, c'est qu'une façon d'attaquer ça efficacement, c'est-à-dire en assurant une certaine qualité de la solution qui sera trouvée et en faisant ça rapidement, ça consiste non pas à se mettre d'accord tout de suite, mais au contraire à chercher le désaccord et à se dire sur ce point dur, on va faire exprès de recueillir toutes les façons dont on pourrait l'attaquer. C'est une façon, je dirais, particulière de faire de la résolution de problèmes sur ce genre d'activité. Je pose le problème, je liste les différentes façons crédibles de l'attaquer, et après, sur ces différentes façons crédibles d'attaquer le problème, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Je vais essayer de comprendre quels sont les avantages, les inconvénients, les forces, les faiblesses de chacune de ces approches-là, pour pouvoir ensuite faire mon choix sur des éléments objectifs et éprouvés. Alors, cet exercice-là, c'est un principe, ça veut dire que vous pouvez le faire soit vraiment profondément, faire des recherches, vous allez partir en études sur des semaines, sur plusieurs prototypes, mais ça peut être fait aussi en 20 minutes. On a une discussion d'équipe, comment est-ce qu'on attaque ce truc-là? Une façon de faire, ça veut dire de se dire quelles sont les N façons de le faire, et allez-y, vous avez 10 minutes, vous avez 1 heure, pour avancer, creuser ce truc-là, et on va se retrouver après. Et en fait, ce que fait à ce moment-là le réalisateur, ce que vous allez faire, c'est de commencer à encourager l'apparition de visions différentes sur le produit. Vous voulez justement créer cette vision à 360 degrés. Et une bonne façon de le faire, c'est d'utiliser le management visuel. Une première question que vous pouvez vous poser, c'est si on se dit que le management visuel est quelque chose qui sert à porter l'attention de l'équipe sur ce qui est important, votre management visuel aujourd'hui porte l'attention de votre équipe sur quoi? Est-ce que les post-it avancent à la vitesse correcte? Ou est-ce que c'est sur le produit? Donc un sujet sur lequel je vous invite à réfléchir, ou plutôt expérimenter, c'est vous dire, puisque ce qu'on veut, c'est faire des produits qui font « waouh », animons la communication autour de ce sujet-là, donc il faut commencer par représenter le produit. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Quelles sont les différentes pistes? On ait quelque chose de concret sur lequel discuter. Donc ça, c'est la deuxième pratique, la deuxième compétence que je vous propose. Il y en a une troisième. Si vous regardez un petit peu les réalisateurs, ce qu'ils réussissent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un niveau d'exigence
qui est incroyablement élevé. Il ne laisse rien passer. Le moindre petit détail, non, ça c'est pas bon. Non, mais regarde là, ça c'est pas correct, on ne peut pas laisser ce truc-là. Oui, mais c'est juste un petit bout, non, je m'en fiche. Je ne peux pas mettre mon nom sur ce produit s'il y a ce problème-là. Donc il y a un niveau d'exigence qui est très très haut. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut comprendre un peu la dynamique de l'évolution du produit. Donc, le produit, c'est pas un truc qu'on assemble, on a une idée, on assemble, on met les trucs côte à côte, on livre et c'est correct. On est plus, la métaphore, c'est plus celle du polissage. C'est-à-dire que je crée une forme, je rajoute un peu de matière et je polis. Je regarde, je vois des imperfections et je corrige et je polis, en fait. Et je le fais comme ça en regardant cette forme sous tout un tas d'angles différents. D'accord ? Et je le refais, je le refais, je le refais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, le logiciel a été tellement repris, tellement corrigé dans le moindre détail qu'il commence à être poli, en fait, et patiné, on se voit dedans. Et à un certain moment, en fait, où ça paraît tout simple, tout paraît tout naturel, ça paraît facile. En fait, cette propriété-là, c'est le résultat de ces innombrables heures de polissage. Donc la question, c'est comment alimenter ce polissage. Et la compétence que doit avoir le réalisateur, c'est celle qui consiste à savoir dénicher les erreurs. Dire là ça va pas, ça va pas, là ça va pas. Alors c'est pas une compétence personnelle. Et une première chose qui va aider, ça va être d'organiser ce que je vous propose ici, c'est des revues de design. Sur un sujet particulier, quelqu'un, un membre du groupe qui a travaillé dessus, pas quelqu'un qui vient comme ça avec des idées, quelqu'un qui a travaillé, qui s'est posé des questions, qui va arriver, qui va dire voilà, ce sujet-là, voici quelles sont les contraintes, voici comment je veux les attaquer, comment je veux m'y prendre. Et en fait, les autres membres du groupe vont commencer à le challenger. Alors, j'ai représenté cette image de ring. La métaphore a une limite. On ne cherche pas le conflit au sens quelqu'un va gagner. Par contre, ce qu'on cherche, c'est vraiment à rentrer dans un challenge. On ne peut pas se faire mal, mais on cherche à se pousser dans ces retranchements. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces revues de design, l'idée, c'est pas de descendre à la solution du gars. Ce qu'on est tous en train de faire, c'est qu'on est tous en train de faire une grande séance de formation. On est tous en train de se former à la conception de produits. Donc celui qui présente son idée est en train de recevoir du challenge. Du coup, ça lui permet, lui, de développer sa vision sur ce qu'il a fait. Les autres voient comment il s'y est pris, ont l'occasion de le challenger, de voir comment les autres le challengent. Et en fait, c'est cette dynamique-là qui va créer l'espace d'apprentissage autour du produit. Alors, la limite de l'exercice, c'est que ça vient de l'intérieur de l'équipe. Donc, c'est facile de se dire, soit de se protéger, soit de dire, je ne vais pas trop lui dire ça parce qu'il va mal le prendre. Non, en fait, le vrai exercice, c'est plutôt celui qui consiste à ouvrir les vannes. Ouvrir les vannes au sens, volontairement, rendre excessivement facile pour vos utilisateurs de vous dire ce qui ne leur plaît pas. Donc de manière agressive, on va aller chercher le désaccord, là où ça se trouve. Alors, si ça fonctionne bien, vous allez être inondé de messages. Ça, je comprends pas, c'est pas clair, il manque ce truc-là. Alors moi, le feedback le plus beau que j'ai eu, c'est un mail comme ça, j'aime pas votre logiciel. Bon, c'est un peu difficile après de se dire, d'accord, ok, je suis parfaitement ouvert à tout ça, mais bon, dans le tas, vous allez en avoir qui seront plus constructifs et qui vont vous permettre de construire votre propre mur des lamentations, faire tout ce qui ne va pas, tous les problèmes, et c'est parti, problem solving.